Et 13h32, nous sommes toujours avec Mickaël Dorian, entouré de ses invités. Aujourd'hui, la journaliste et professeure de français Ophélie Roch et l'écrivain Joseph Massescaron. On va continuer de décrypter actualité internationale maintenant. 60 jours, je voyais que ça vous faisait rire. Oui, c'est pas moi qui l'ai gagné, oui. je tiens à le préciser. 60 jours, c'est juste, hein, c'est 2 mois. Ah, mais je serais effrayée. Je sais pas où j'ai mis mon Honnêtement, ticket, je serais effrayée de gagner une somme comme ça. Ça doit être. Mais on est accompagné de toute façon. Oui, mais ça doit être effrayant. On est accompagné par beaucoup de monde d'ailleurs. Par la Française des Jeux. Absolument. On a tout de suite beaucoup plus de compagnie, on ne sait pas pourquoi. Bon, on va parler d'un sujet un petit peu moins léger. Au Proche-Orient, le ministre israélien de la Défense vient d'approuver l'opération d'attaque de la ville de Gaza, une offensive qui mobilisera 60 000 réservistes et pourrait transformer le conflit. Israël semble donc se préparer à entamer cette nouvelle phase de la guerre. Mais qu'en est-il alors de l'accord de trêve accepté hier par le Hamas? L'État hébreu devrait se prononcer avant la fin de la semaine. 60 000 réservistes qui seraient donc mobilisés dans cette nouvelle offensive. Trêve et offensive, conditions ou stratégie, c'est aussi la question qu'on peut se poser, Joseph Massescaron. Oui, c'est en effet, là les avis sont partagés, et ils sont partagés tout simplement parce qu'également, ils sont partagés au sein du gouvernement israélien. Au sein même de la société israélienne. Et au sein, alors là, je ne parle même pas au sein de la société israélienne, vous avez raison de le rappeler, mais au sein du gouvernement israélien, il y a des personnes qui souhaitent en effet aller jusqu'au bout, parce qu'ils considèrent que cette menace permanente, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Israël ne peut pas perdurer, que le 7 octobre a marqué vraiment une fracture définitive. Et puis, il y a évidemment d'autres voix qui s'élèvent et qui craignent que la situation s'embourbe. Et certains le disent, ils ne veulent pas qu'il y ait une forme de, si je puis dire, de nouveau Vietnam qui apparaisse dans cette région du monde. C'est ça bien sûr le danger. Alors, on va voir si les propositions de trêve peuvent être acceptées ou non par le gouvernement israélien. Il y a au moins un élément qui est un élément, à mon sens, déjà important, puisqu'on on parle de libération d'otages. 10 otages, 10 otages, mais 10 otages vivants. 10 otages vivants. J'insiste là-dessus. Il y en aurait une vingtaine encore vivants. Voilà, j'insiste sur ce point, parce que combien de fois les Palestiniens, ça a été évidemment, vous libérez des prisonniers palestiniens qui parfois ont été des terroristes, mais en revanche, on vous rend des cercueils. Donc, ce que je trouve innommable. Enfin, j'ai même pas de nom pour qualifier ce fait. Donc là, les étages vivants, vous avez raison de le souligner, et ça, c'est un élément qui est un élément plutôt positif. Pour revenir à la pression militaire exercée par Benyamin Netanyahou à travers ces nouvelles annonces, à travers cette nouvelle phase voulue par le Premier ministre israélien dans la poursuite de la guerre à Gaza, on peut aussi imaginer que c'est cette pression militaire qui a poussé le Hamas à accepter cette nouvelle proposition de trêve. Ce sont les derniers, la ville même de Gaza est le dernier point refuge, si je puis dire, pour le Hamas. Pour le Hamas. Alors, pas de toute la direction du Hamas, parce que la direction du Hamas, beaucoup se trouvent en sécurité depuis un moment au Qatar, ou dans d'autres, bien sûr, d'autres États arabes. Mais en tout cas, oui, il y a cette pression qui conduit justement, et c'est sûr, vous avez raison, le Hamas à devoir négocier. Ophélie Roch. Oui, je pense qu'en effet, tant mieux pour les 10 otages si jamais en effet ils sont libérés, mais c'est une situation où on voit bien que la société israélienne est plus que jamais partagée. Elle est partagée d'un côté sur son tenant droit, sur son tenant gauche, c'est-à-dire que l'armée, les chefs, beaucoup de chefs, des états-majors, des choses comme ça, sont pas pour le plan de Benjamin Netanyahou, parce que beaucoup voient que l'armée est épuisée, les réservistes ne sont pas tous des soldats aguerris, les réservistes n'en ont pas envie d'y aller, on va pas se mentir non plus, ces 60 000 jeunes gens, ils ont pas forcément envie de mourir dans des conditions effroyables. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle un refus gris, c'est-à-dire que les gens se font porter pâle en fait, c'est-à-dire demandent des certificats d'invalidité, ils essayent de tout faire pour ne pas y aller. Et c'est vrai qu'il y a deux visions, je pense qu'on parle beaucoup de fracture droite-gauche, par exemple en France, mais je pense que la fracture entre la droite et la gauche israélienne est encore bien plus
existentielle, parce qu'on a d'un côté les tenants de se dire mais enfin c'était assez juste la comparaison avec le Vietnam. On a l'impression qu'il y a un enlisement. Alors cette fois-ci c'est pas dans la boue, c'est dans les sables, mais on a vraiment le sentiment que l'armée israélienne et si vous voulez est acculée à un choix, c'est-à-dire le jusqu'au boutisme, et avec tout ce que ça implique, ou une forme de renoncement qui est aussi pas acceptable pour une partie de la société. Donc c'est le gros problème. On parle de ce cessez-le-feu, on parle de cette trêve et de ces 10 otages libérés, qui n'est pas je précise, ce n'est pas la totalité des otages qui restent. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'un accord de trêve ne conduira qu'à une libération partielle des otages, puisque le Hamas n'a aucun intérêt à rendre la totalité j'ai même envie des otages. Vous dire donc ça veut dire quelle sera la suite de cet accord, si cet accord doit être négocié? L'accord, moi je pense qu'il y en a, enfin comment dire, les deux parties sont de toute façon acculées. C'est-à-dire que c'est très très compliqué pour une partie de la société israélienne de se dire que si l'armée occupe tout le territoire de Gaza, qu'est-ce qui va advenir de ces otages-là? La gauche israélienne, ce qui l'intéresse davantage que de éradiquer le Hamas, c'est de récupérer les otages vivants. C'est vraiment ça. La gauche israélienne, c'est ça. C'est vraiment son fond. Il n'y a pas que la gauche, il y a une grosse partie de la population. Il y a les familles d'otages qui font énormément pression aussi sur le gouvernement. Oui, avec raison. Bien sûr. On peut comprendre qu'eux, ils ont envie de revoir leurs proches le plus rapidement possible. Et il y a l'autre tenant qui disent non, il y a eu le 7 octobre et on ne laissera rien passer. Et on voit bien que cette volonté d'intervenir de plus en plus loin dans l'État de Palestine, c'est-à-dire de le contrôler physiquement et de repousser, si possible, dans la bande de Gaza. Voilà, dans la bande de Gaza, et si possible de repousser un petit peu les Palestiniens. En fait, je pense que ce que souhaiterait Israël, c'est que beaucoup partent volontairement, mais pour ça, il faudra encore que les pays qui soient autour d'Israël acceptent de les recevoir. Or, pour l'instant, l'Égypte ferme ses frontières. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est une situation la Jordanie n'a pas envie de les recevoir. Mais la Jordanie, j'y suis allée il y a peu. La Jordanie, j'ai vu des camps de réfugiés, mais c'est inimaginable d'imaginer. Il y a toutes les plaines, c'est des toiles blanches. Enfin, on comprend bien que la Jordanie ou même l'Égypte n'ait pas envie d'accueillir sur leur sol des nouvelles personnes, alors que ils sont déjà saturés, et puis deux, ils ont peur. Ils ont peur aussi, à juste titre, que parmi les réfugiés, il y ait des membres du Hamas ou des choses comme ça. Donc oui, ils ont peur, effectivement. Et on peut les comprendre. Surtout la Jordanie. Il y a eu le coup d'État palestinien qui a failli renverser la monarchie hachémite. Donc on comprend tout à fait la difficulté. Pourquoi je parlais, évidemment... Je suis historien, donc j'aime pas trop user et abuser de la comparaison. Mais pourquoi je parlais également du Vietnam aussi, c'est quand même parce que les personnes du Hamas, les militants du Hamas, ce qu'il y a au bout de leur engagement, c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire que pour que des personnes aillent de toute manière se ceinturer d'explosifs et pour créer le maximum de dégâts, et peu importe leur vie, et quand vous voyez le nombre de mères qui se félicitent que pratiquement ces 3, 4, 5 fils soient décédés dans des attentats et tout, il y a quand même de quoi s'interroger. C'est-à-dire, vous êtes de l'autre côté, vous êtes une démocratie, comme l'est Israël. Il y a des soldats qui sont des soldats réservistes, qui pourraient être, vous, moi, et donc, par rapport à cet amour de la mort, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est aussi une question, pardonnez-moi, c'est une question ontologique, c'est une question fondamentale. Et je ne vois pas la solution. Toujours est-il que ce plan militaire approuvé par le ministre israélien de la Défense est vivement critiqué par toutes les autres pays, par la communauté internationale. Nouvelle tension diplomatique entre Israël et la France, avec cette lettre adressée au président français par Benyamin Netanyahou. J'aimerais qu'on en parle de cette lettre. Le Premier ministre israélien accuse le président français d'alimenter le feu antisémite en soutenant la reconnaissance de l'État palestinien. Il appelle la France à agir avant le Nouvel An juif, le 23 septembre prochain. Alors, Emmanuel Macron a répondu. Pour lui, ces accusations sont erronées et abjectes, Ophélie Roch. Je pense que, Emmanuel Macron
porte le poids d'un péché, c'est-à-dire qu'il n'a pas été à la manifestation contre l'antisémitisme qui avait eu lieu le 12 novembre 2023. Et ça, je pense que ça a vraiment heurté une partie, notamment du gouvernement israélien, qui s'est, à juste titre d'ailleurs, dit mais comment un président français peut ne pas aller? Bien sûr, mais puis il y a eu d'autres choses. Il y a une accumulation de choses. Il y a une accumulation de choses. Est-ce que il est normal que le gouvernement israélien envoie un peu une lettre de remontrance au président français? Ça, je n'en suis pas convaincue. Je trouve qu'en effet, ça va plutôt intensifier les différends plutôt que planir. Ça, c'est, voilà. D'ailleurs, on voit la réponse d'Emmanuel Macron qui est une réponse un petit peu énergique. Et même la réponse du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui dit que la relation entre la France et Israël mérite mieux que de vaines polémiques. Oui, ils sont gênés, mais on peut comprendre parce que ça n'apportera rien. De toute façon, ça n'apportera rien. Ceci dit, ils n'ont pas tort sur une chose, c'est-à-dire que Emmanuel Macron fait partie de ces personnes qui aiment à louvoyer, c'est-à-dire à ne jamais vraiment prendre position fermement, de manière constante. C'est-à-dire qu'il peut très bien, un moment, vous dire je soutiens les Israéliens, l'antisémitisme c'est mal, et puis après donner des gages un petit peu en disant oui, mais il faut créer un État palestinien. Donc en fait, il s'amuse. Il y a des propos qui peuvent être très fort. Il peut, lorsque l'arbre hommage à Ilan Halimi a été scié, il y a eu ces propos d'Emmanuel Macron qui a dit que de tronçonner cet arbre, c'était chercher à le tuer une deuxième fois. Donc c'est des propos très forts. Mais vous avez raison quand vous avez cité effectivement la marche contre l'antisémitisme. Je pense qu'Emmanuel Macron a péché 2 fois. Il y a eu la marche contre l'antisémitisme et la deuxième fois, c'est effectivement la reconnaissance de l'État de Palestine dans un timing on ne peut plus mal choisi et désastreux. Et Emmanuel Macron qui a été félicité par le Hamas de cette décision et le Hamas qui a même dit que le 7 octobre avait porté ses fruits. Joseph Massescaron, ces 2 événements marquants des quinquennats d'Emmanuel Macron sur effectivement la marche. J'ajouterais un troisième mais je serais, enfin de toute façon la liste elle est longue, c'est 1000 lettrés comme on dit dans Don Juan. Non, là j'ajouterais également le fait d'avoir été extrêmement ambigu sur l'appellation du génocide. Oui, vous avez raison. D'avoir relégué ça aux historiens. Donc à quand vous. même. Notamment, évidemment, quand on sait ce qu'est véritablement un génocide. Bon, c'est simplement... Pardon. Non, mais après, la question qu'il faut se poser, effectivement, suite à la lettre de Benjamin Netanyahou, c'est est-ce que j'ai dit les 2 fois, ou vous dites 3, où Emmanuel Macron a péché effectivement vis-à-vis des Français de confession juive. Est-ce que cela a pu, comme a l'air de le dire le Premier ministre israélien, attiser la montée de l'antisémitisme dans notre pays? Écoutez, de facto, à partir de ces... de la déclaration selon laquelle la France allait reconnaître l'État palestinien, il y a eu des éléments assez spectaculaires, c'est-à-dire contre El Al, on l'a rappelé, Halimi, puis il y a eu aussi d'autres personnes juives qui sont agressées. Il y a de toute façon, il y a juste un problème, c'est que dans le communiqué, il y a 2 parties de Netanyahou. Il dit ces dernières années. C'est un élément important. Donc, ces dernières années, l'antisémitisme en France n'a cessé, etc., en substance. Depuis le 7 octobre et 2023, surtout. Voilà, absolument. Donc, et les chiffres... et les chiffres le prouvent. Et ensuite, après, il dit que cette reconnaissance de l'État palestinien, c'est évidemment, vous l'avez rappelé, le Hamas s'en félicite, c'est reconnaître le bien fondé, si je puis dire, de la stratégie du Hamas. Ça, c'est ces 2 parties. Et dans son communiqué, ce qui est bizarre, c'est que Emmanuel Macron répond en disant on accuse le gouvernement français globalement d'être parce que nous avons reconnu l'État palestinien d'être de cette montée dans l'antisémitisme. Non, Netanyahou fait clairement la différence entre les 2. Et je me demande d'ailleurs si à l'Élysée on sait lire convenablement, pardonnez-moi, un communiqué diplomatique, parce que c'est quand même important. Je pense qu'il ne fallait pas prendre un tout petit peu de temps, qu'il ne fallait pas répondre. Moi, je trouve que le gouvernement reste intraitable sur l'antisémitisme, oui, bien sûr, sur cette question-là. Dans les mots, en tous les cas.
Oui, dans les mots. Dans les mots, mais les actes, il y a que, comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Allez, on va marquer une courte pause dans un instant. On va parler de la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil, symbole de fermeté de l'État face aux narcotrafiquants. Sauf que la justice vient d'ordonner d'assouplir le traitement d'un détenu jugé indigne, notamment en raison de l'allumage à plusieurs reprises pendant la nuit de la lumière de sa cellule. On en parle dans un instant avec les invités.